Bonjour à tous. Est-ce qu'il y a des gens présents? Paddle Magazine nous a rejoint. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Désolé pour le retard, mais on a une bonne excuse. On a David qui était en plein tournoi de Madrid, Virtua Open de Madrid. Et le voilà, je connais pas son résultat. Il était en finale. On va tout de suite voir si dans quelques secondes, avec la victoire, la coupe ou pas la coupe. Je sais pas. Je sais pas. Salut Robin, Alors, ça ça va? va David? Ouais, ouais, toi? T'as t'as levé la coupe ou pas? Malheureusement, non. Aïe, Per- aïe, 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 aïe. Perdu 7-6, 7-5 dans le tie-break contre Andy Murray. Euh, Ah, C'était une grosse finale, un gros match. On ouais. a tous les deux eu des opportunités, mais voilà, ça en sort bien, à 2 points près. Mais j'ai envie de te dire, Andy Murray, il part avec un petit avantage parce que il a été blessé longtemps, il est presque à la retraite, il doit plus s'entraîner que toi. Ouais, mais là, on n'a pas d'excuses. On a tous eu le temps, là, en confinement, de s'entraîner. On a Ça, tous c'est eu le vrai. jeu, donc là, il n'y a pas d'excuses. Ça, c'est vrai. Bon, David, écoute, je te remercie infiniment d'être là avec nous. Avec plaisir. Ça me fait super plaisir. On va parler sport, on va parler tennis évidemment, et on va parler de ta passion, si je peux appeler ça, pour le paddle. Ouais, Moi, tu le sais, je suis pas journaliste, hein, je suis joueur de paddle, je suis ouais, passionné. Et l'idée, c'est de promouvoir un petit peu ce sport avec des gens issus du sport et qui ont la même passion que moi. Donc, je te remercie infiniment d'être là en tous les cas. avec plaisir. David, confinement, on en a parlé. Tu t'es entraîné, tu t'es entraîné à virtual tennis. Le tennis en lui-même, ça te manque beaucoup. Comment tu l'as géré? Oui, ça me manque. J'espère qu'on arrive à la fin du confinement. Mais c'est vrai que ça me manque. J'ai fait du physique tous les jours. J'ai pas touché la raquette encore. Ici, Ouais. c'était compliqué. Je pouvais pas m'entraîner. Donc, je me suis entretenu bien physiquement et là, je suis prêt à recommencer. Je suis prêt à repartir. J'espère que je pourrai taper la balle d'ici bientôt. Les sportifs de haut niveau qui font des sports collectifs, ils disent tous, ils pensent pas au ballon de foot, par exemple, ou au ballon de handball, mais ils disent tous, les copains me manquent, le vestiaire me manque. Toi, c'est vraiment la sensation de jouer au tennis ou c'est un peu le tout, le pack? Ah, c'est le tout, hein, c'est l'ensemble. Déjà, de un, revoir la famille, faire un resto avec les potes, et puis, ce qui est sûr, retaper la balle, revoir le monde, revoir mon entraîneur, et puis, ouais, et puis jouer, c'est sûr que là, ça me manque. Bon, ça manque, j'imagine. Il y a quelque chose qui se trame chez ton voisin à Sophia Antipolis, chez Patrick Moratoglou. Je ne sais pas si ça va voir le jour ou pas, mais Ouais. il était question d'un tournoi organisé en plein confinement ou post-confinement, mais sans spectateurs, avec une plateforme streaming, je crois, pour rediffuser l'événement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu en sais un petit peu plus? Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'était prévu le 16 mai. Pendant 5 week-ends, il y aura des matchs. Je sais pas si la plupart des gens ont vu, mais sur les réseaux sociaux, mais il y aura vraiment de très bons joueurs. Avec notamment Benoît Paire, Fonini, etc. Donc il y aura vraiment de vrais matchs. Sauf que nous, ce sera comme un match d'entraînement. On arrivera juste pour notre match. On fera le match à fond et puis après, il y aura des ingénieurs, des informaticiens qui mettront tout en place pour que sur la plateforme de streaming, il y ait un vrai show, des sponsors, un public, de la musique, pour que ça ait l'air réel, pour donner au moins, même en période de déconfinement, une sorte de tournoi, de vrai tournoi. C'est assez nouveau, c'est novateur évidemment, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, hein, la plateforme streaming. On sait que ça intéresse les grands chelems, ça intéresse beaucoup d'acteurs du sport en général. Je crois aussi que dans les règles du jeu, il y avait un code de conduite beaucoup plus souple que ce qu'il est sur l'ATP. Est-ce que tu confirmes? Oui, oui, je confirme, mais on verra en vrai, parce que tu sais, quand il y a l'adrénaline du public, etc., parfois on est encore un peu plus excité, mais là, vu que ce sera très calme, je ne sais pas s'il y aura la même envie de dépasser le code de conduite. Je te dis ça parce que Patrick, c'est un fervent supporter. Hein. C'est le premier à dire que le tennis aujourd'hui est parfois un petit peu aseptisé. Il aime les caractères, il aime les grandes gueules. David Goffin, sans code de conduite ou qui se lâche, ça donne quoi?
Bon, c'est pareil, hein, c'est pareil. Et Ah, puis, c'est vrai que dans un tournoi officiel, ben, évidemment, je suis plutôt calme, j'essaie de rester calme. C'est sûr que parfois j'ai envie de m'énerver, mais à fond, mais faut que je reste calme parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour mon jeu, sinon c'est perdu. est-ce que t'es un peu briseur de raquettes à l'entraînement ou pas du tout? Non, l'entraînement, pas du tout. Je suis plutôt Pas relax du à tout. l'entraînement, j'essaye un peu des choses, je suis pas focalisé sur le score. Mais là, il y aura quand même quelque chose en jeu, il y aura quand même de vrais points, il y aura vraiment une vraie intensité. Ce sera la reprise des premiers matchs pour moi, donc ça va être intéressant de voir. Tu fais partie, toi, de ces joueurs qui militent pour une évolution du tennis, quelques changements, ou là j'écoutais Arnaud Clément qui était en live juste avant nous, qui disait qu'il était hyper, lui il était plutôt dans le tennis qu'il a découvert, qu'il a aimé, il est pas trop pour le changement. Est-ce que toi, à l'inverse, tu étais un petit peu plus militant de changement, d'évolution, on va dire? Au départ, non. Au départ, je suis plutôt conservateur et je préfère regarder comme Arnaud Clément l'a dit, je préfère plutôt garder les règles et on a connu ça depuis tout petit et pour nous ça fait Ouais. partie du tennis. Maintenant, je pense c'est vrai que ça a évolué, comme notamment la technologie a évolué. Il y a peut-être des choses à faire. On commence là, on a fait un tournoi cette semaine, comme on vient d'en parler. Donc à la console. Donc il y a plein de choses qui peuvent évoluer où on peut intégrer ça au tennis. Il y a déjà eu plein de règles qui ont été testées lors de notamment de Masters des jeunes, en faisant des short sets, en faisant Oui. des chauffements beaucoup plus courts. On peut parler à son Et c'est en cas coach. de jeu, je crois. Ouais, c'était en cas de jeu et il fallait au meilleur des 5 manches. On pouvait parler à chaque changement de côté avec son coach, je pense, avec un casque et un micro. Euh, donc ouais, il y a plein de choses qui ont été testées. Il y a des choses positives, il y a des choses qui sont euh, un peu moins bien adaptées au tennis encore pour le moment. Mais bon, il y a des petites choses peut-être qu'on peut faire, mais moi je suis plutôt pour garder comme ça. T'aimes le tennis que tu as découvert. Tout à l'heure, tu parlais tu disais, moi, je suis calme sur le terrain, c'est mieux pour mon jeu. Est-ce que tu travailles avec un préparateur mental? Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui dans ton staff est quelque chose d'important ou tu t'autogères, tu as appris à évoluer tout seul avec l'expérience évidemment? Les deux, je travaille avec un préparateur mental et aussi je me suis bon fait mes expériences et puis avec les différents coachs, j'apprends beaucoup aussi mentalement. Euh, ouais, c'est sûr que c'est très important dans le tennis. Je pense que maintenant on se développe tous physiquement, on a tous de très bons coups, on sait tout faire maintenant. La plupart des joueurs et maintenant ça se joue beaucoup dans la tête pour faire vraiment la différence dans les moments importants, la gestion des émotions et c'est ce qui permet de parfois passer un cap ou parfois de gagner des matchs où on s'y attend pas trop. On passe le bonjour. Il y a plein d'amis belges, hein, joueurs de padel ou joueurs de tennis qui sont sur le live. C'est cool de nous suivre. Tu parles de préparation mentale. Moi, j'étais joueur de tennis, alors pas à ton niveau. J'ai fait quelques futurs, pas plus que ça. Mais je sais que la carrière de joueur de tennis, alors sauf si on est de GOAT et il y en a pas tant que ça, on perd quasiment toutes les semaines ou presque toutes les semaines. Cette capacité d'appréhender, d'accepter l'échec tu le gères comment, toi? Alors évidemment, tu en gagnes, toi, des tournois, sans doute plus que beaucoup d'autres aussi, mais malgré tout, tu es quand même face à la défaite aussi, de manière régulière, le moins possible. Comment tu gères cette situation d'échec post-tournoi ou éventuellement même sur le terrain? Ah bah il faut à chaque fois essayer de retenir le positif. C'est sûr que on a quasiment une victoire, une défaite à la fin si on gagne pas le tournoi chaque semaine, pratiquement. Ouais. Enfin, on joue quasiment 25-30 tournois par an. Et il faut retenir le positif. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tout de suite, le lundi d'après, on a une nouvelle chance de bien performer. Maintenant, c'est sûr que la défaite, je la préfère en demi, en finale, plutôt qu'au premier ou au deuxième tour, ça c'est sûr. Mais il y Évident. a, il y a des semaines plus belles que d'autres. Mais dans les deux cas, même quand on fait un beau résultat ou quand on fait finale ou qu'on gagne un tournoi, le lundi d'après, il est pas facile à enchaîner non plus. Donc dans les deux Mhm. cas, c'est une nouvelle occasion, et c'est un tout nouveau tournoi et c'est ça qui est bien en tennis. Parfois, on peut
complètement passer à côté d'une semaine et la semaine d'après, ça peut être tout à fait magnifique. Donc, c'est l'avantage du tennis. Et sur le terrain, bon, le joueur de tennis, il enchaîne les coups, il enchaîne les coups, il enchaîne les coups. Évidemment, il en réussit, il en rate. Quand t'en rates ou que t'es dans une spirale un petit peu négative, 2 points, 3 points, ça peut arriver. Tu as une mécanique, toi, interne qui te permet de digérer et de passer à autre chose. Oui, bah, ça dépend. Chaque match est un peu différent. Ça dépend un peu les sensations du jour aussi. Et puis, je me concentre vraiment sur les choses que je fais bien ce jour-là, sur les sensations. Parfois, je reviens sur des choses un peu plus simples. Le temps de retrouver un petit peu, de retomber sur mes pattes, sur quelques coups, quelques points. Parfois, le service va bien. Donc, on se dit, OK, je me concentre un peu plus sur mes jeux de service plutôt que d'essayer vraiment de mettre la pression sur l'autre. Donc, il y a beaucoup de choses. Ça dépend un peu de l'adversaire. Il faut essayer aussi de se calmer et de revenir un peu aux bases de ce qui a bien marché. Parfois, la perte de lucidité aussi, on commence un peu à jouer à l'envers, peut faire que parfois ça tourne mal et on perd un set et parfois un match, évidemment. Il y a Vincent Clerc, peut-être que tu connais, le joueur de rugby, ou Valentin Porte, le joueur de hand, qui eux ont dit surtout pas essayer de forcer dans ces moments-là, mais au contraire d'essayer de retrouver la base et d'être le plus calme possible, voire dans le collectif, c'est collectif d'être utile autrement. C'est-à-dire pas forcément sur le but marqué ou sur le plaquage réalisé, mais d'essayer d'être efficace dans d'autres compartiments du jeu. C'est ce que tu essayes de faire toi aussi? Voilà, c'est ce que j'essaie un peu de dire, voilà ce que je sens le mieux, parfois prendre un tout petit peu moins de risques, retrouver vraiment les bases. Maintenant, je peux pas me reposer sur une équipe ou sur un Non? coéquipier. C'est pour ça que le Euh, tennis, c'est dur. je peux pas non plus quand je mène balancer tout dehors et tout en touche et attendre la fin du match. Il faut aller chercher tous les points du début à la fin et essayer de rester le plus calme, le plus lucide possible et enchaîner point après point et puis essayer d'aller jusqu'au bout. Mais voilà, chaque point est dur à prendre et il faut les enchaîner et essayer qu'à la fin, ben voilà, on ait le meilleur Chaque niveau point est une possible. nouvelle histoire. Voilà, C'est pas mal ça. On ouvre un nouveau livre à chaque point, ou un nouveau chapitre. Et on écrit exactement. l'histoire. Une nouvelle tactique, un nouveau point et nouvelle chose qui commence. David, tu as bientôt 30 ans, je crois, si je dis pas Ouais. de bêtises. Alors, t'es plus la next generation, t'es pas non plus proche de la retraite, puisqu'aujourd'hui, on joue très tard au tennis, hein. On le voit avec Roger. Euh, à 30 ans, comment tu appréhendes, est-ce qu'on peut appeler ça une deuxième étape, une deuxième carrière? Est-ce que tu appréhendes le tennis, le circuit, les résultats ou les objectifs de manière différente, ou pour toi, tu continues avec ton insouciance et ta passion pour le jeu sans forcément réfléchir à tout ça? Bah déjà, oui, je vais avoir 30 ans en fin d'année, donc mais je me sens bien physiquement. Je Oui. pense avoir un gabarit plutôt léger et assez fluide dans mes déplacements et dans mon jeu. Donc voilà, je pense avoir un profil où je m'économise pas mal physiquement, plutôt que voilà, je me sens pas usé au niveau des articulations, au niveau de tout. Donc ça déjà c'est hyper positif. Je me sens vraiment prêt à vraiment continuer à fond, évidemment. Et après, bah, c'est vrai qu'à 30 ans, en général, on voit un peu les choses différemment. On a beaucoup plus d'expérience. Parfois, c'est là où on est aussi le plus fort physiquement. On a vu beaucoup de joueurs qui, à partir de 30 ans, passent un cap. Je pense notamment à Stan Wawrinka qui a gagné ses 3 grands chelems après 30 ans, je pense. Ouais. Et Roger qui continue à bien performer. Rafa, Djoko aussi, 32, 33. Donc voilà, il n'y a pas de raison pour le moment d'avoir une baisse de régime. Donc voilà, je suis encore à fond. J'espère encore passer un cap. Donc le Goffin trentenaire, il veut encore passer un cap. C'est quoi tes axes de travail avec coach Thomas Johansson? Tu sens enfin, quels sont éventuellement les petits steps à passer? Physiquement, a priori, tu dis que tu te sens super bien. Tennistiquement, c'est quoi l'évolution de David Goffin trentenaire? Ah ben on va essayer encore d'évoluer un peu tout. On va essayer de tout évoluer. Avec Thomas pendant plus d'un an maintenant, on a essayé vraiment de remettre les bases et puis après de remettre plus d'agressivité dans mon jeu, essayer d'aller plus vers l'avant. On a travaillé beaucoup le service. Et voilà, quand on a commencé ensemble, je crois que j'étais près de la 30e place mondiale et on a retrouvé là ensemble le top 10. Donc ça, Ouais. c'est super positif. Et puis maintenant, l'année avait bien commencé à la TP Cup.
Et j'attendais vraiment avec impatience Indian Wells et Miami. Malheureusement, les causes sanitaires qu'on connaît, ça a été mis en suspens. Mais voilà, on va continuer. Avec Thomas, ça se passe toujours super bien et on va essayer d'encore faire évoluer mon jeu pour être encore plus fort. J'ai assisté à de grosses séances d'entraînement à Beau Soleil, hein. Je crois que tu t'entraînes avec Thomas régulièrement. Tu joues pas qu'au padel à Beau Soleil, tu Non. t'entraînes aussi. Tu parlais de la TP Cup. Moi, en tant que spectateur, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai vu tous les joueurs hyper heureux. J'ai vu une cohésion d'équipe, Belgique ou autre. Ton expérience de la TP Cup, est-ce qu'on peut, sans rentrer dans la polémique, mais pour toi, c'est un super format par rapport à ce qui s'est passé à Madrid, la Coupe Davis. Tu as joué les deux, toi, hein, je crois. Hein. Tu as joué Ouais, les deux tournois. ouais, ouais, j'ai joué les deux. Clairement, ben, entre les deux, il y avait pas photo. La TP Cup a été vraiment une réelle réussite. On avait vraiment de super stades dans les trois villes. J'ai un peu regardé à la TV. Il y avait trois villes pour les phases de poule et puis après la phase finale était à Sydney. Nous, Ouais, avec la Belgique, on était vraiment pas favoris. On a vraiment fait un beau tournoi. Il y avait une super ambiance. Il y avait des super matchs. Plus de ça, j'ai bien joué et on manque de peu de battre l'Espagne. Donc, c'était non, une super expérience comparée à la Coupe Davis à Madrid où nous, bah, les phases de poule, on a perdu en phase de poule, mais on a joué à chaque fois quasiment dans des stades vides. Euh, C'était peut-être pas la bonne période aussi. Quand j'ai fini ma saison, j'ai dû attendre 3 ou 4 semaines avant de refaire la Coupe Davis. Heureusement, c'était pas si loin de la maison parce que c'était à Madrid, mais ça aurait pu très bien être en exact. Asie ou ailleurs. Donc c'était pas l'idéal, alors qu'en Australie, c'est vraiment l'été, tout le monde est en vacances, le tennis a une place importante là-bas, donc c'était une vraie fête, Ouais. cette ATP Cup. Donc non, c'était un super souvenir. Oui, peut-être que ça doit s'adapter à des publics peut-être un petit peu plus chauds, un petit peu plus bouillants et friands de ce genre d'événement. C'était ma réflexion, c'était de me dire quel Madrilène va aller supporter la Serbie pendant une semaine. Ça me semble un peu compliqué, alors que en Australie, on sait que ils sont complètement dingues de sport, quelle que soit la nation ou le sport, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait, même quand on jouait à 10 heures du matin, on a joué contre la Moldavie, bah, le stade, il était quand même rempli, donc c'était beau de voir ça, et ils viennent voir vraiment le tennis, et pas pour voir seulement un nom, c'était Exact. vraiment le tennis en lui-même qui était le centre dans la tête des gens là-bas. Donc c'était vraiment une super ambiance. Et tout à l'heure, tu disais que vous aviez fait un très bon résultat à la TP Cup, pas loin de battre l'Espagne. Ça me permet de rebondir un petit peu sur la Belgique et la formation belge. Je sais que tu as été formé là-bas et qu'il y a une grande école Ouais. de tennis. On a eu des grandes joueuses, pour pas les citer, Hénin, Clijsters, des joueurs aussi très forts, hyper doués, Malice, Rocus. C'est quoi la clé du succès de la formation belge? Les générations passent et vous avez toujours des joueurs très bien placés. Oui, bien sûr. Bah, je pense qu'il y a une bonne formation au niveau des jeunes. Je crois qu'on a toujours utilisé depuis tout petit les balles molles, les petites raquettes, les petits terrains, etc. Ça fait partie de notre formation en Belgique pour vraiment apprendre une technique assez propre. Je pense que sur le circuit, au niveau des Belges, bah, on a toujours eu cette réputation d'avoir une technique plutôt propre et fluide. Euh, et après, bah, ça nous permet déjà d'avoir le bagage nécessaire pour en tout cas passer en grandissant, pour progresser et passer des caps supplémentaires. Après, on est un petit pays, donc c'est vrai Ouais, qu'on a chaque fois on a peu de candidats, mais on a chaque fois eu des top c'est 100, ça. on a eu de très bons joueurs et avoir deux numéro 1 mondial pour avec Hénin et Clijsters, pour un si petit pays, c'est quelque chose d'exceptionnel. Franchement, c'est incroyable. Nous aussi, hein, les Français, on est réputés, je crois, pour avoir de très bonnes bases, une excellente formation. Techniquement, je crois que tous les Français sont tous très propres, à part Benoît qui lui-même dit que son coup droit est dégueulasse, mais ça n'engage que lui. Il est quand même très efficace son coup droit. Euh, Deux numéro un mondial. Il y a eu des grands chelems chez les femmes. Il n'y a pas eu de grand chelem chez les hommes encore, je crois. Non. Si je te pose une colle, si tu dois choisir un des grands chelems à gagner, ce serait lequel? Moi, c'est facile, ce serait Wimbledon. Wimbledon, Wimbledon. parce que j'adore. Pour moi, ça reste
le temple du tennis avec beaucoup de traditions là-bas que j'adore. Et puis le gazon, je m'amuse beaucoup sur le gazon. J'aime Ouais. vraiment beaucoup jouer sur cette surface-là. Et puis Wimbledon reste pour moi le plus beau quand on rentre là-bas. On sent qu'on est vraiment dans l'histoire du tennis avec la moindre petite fleur, le moindre petit gazon coupé au ciseau. C'est beau. Ça donne envie. Et si on met dans la balance une médaille d'or au JO de Pékin, par exemple, en 2021? Là, c'est différent. Ah, C'est complètement deux choses différentes. Là, Wimbledon, on est vraiment dans l'histoire du tennis, ouais. alors que les JO, là, on est vraiment dans l'histoire du sport en général. Ça va au-dessus de ça encore. Et je pense qu'une médaille d'or au JO, je pense que ça change la vie et ça change dans le pays aussi. Bon, en tous les cas, je te souhaite ou l'un ou l'autre, voire les deux, hein. On se prive de rien, hein. C'est On se gentil, prive de merci. rien. Bon, on parlait tout à l'heure de ton coach Thomas Johansson, qui est un complètement fan de paddle. Je crois que c'est lui qui il t'a fait découvrir le paddle. Si je me trompe, il me semble que c'était chez moi à Sofia, Antipolis, la première fois. C'est possible? Ouais, c'est ça, c'était là. D'ailleurs, on a joué ensemble et c'était une des premières fois que je jouais. Et Ouais, oui, c'est clairement lui. Il était déjà à fond dedans et à fond ouais, passionné par le paddle. C'était quoi, il y a 3, 4 ans maintenant. ouais. Et depuis, j'adore. J'essaye de jouer. Évidemment, avec lui, c'est plus facile parce que dès que je lui propose, bah, il dit tout de suite oui, parce qu'il est à fond dans le paddle. On a quelques cours de paddle ici à Beau Soleil, près de Monaco. Donc, non, c'est chouette. On trouve toujours des joueurs avec qui on peut jouer. Donc, c'est vraiment un sport qui est devenu voilà, une vraie passion et un vrai plaisir de jouer. Ouais, j'ai vu un petit spot là pour ton équipementier il y a de ça quelques jours sur Instagram où clairement tu dis que le paddle est ta nouvelle passion. Alors de là à enlever le tennis, j'imagine que non, mais tu t'es vraiment pris au jeu quoi. Ouais, bien sûr. Dès que je suis sur un cours, j'adore un cours de paddle. C'est sûr que il y a le tennis en premier, évidemment, qui est ma passion toujours, mais c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour le paddle et ça, voilà, c'est un sport que j'ai trouvé très ludique. Et puis après, voilà, en progressant, on essaye d'être de plus en plus pro aussi dans le paddle. Qu'est-ce qui t'a fait le plus, qu'est-ce qui t'a donné le plus de difficultés quand tu es arrivé sur un terrain de paddle? Aujourd'hui, je sais comment tu joues, hein, tu te débrouilles très très bien. Ça a été quoi les éléments compliqués à gérer alors dans tes premiers pas sur le terrain? Ouais. Alors d'abord, ça a été de trouver un petit peu mon côté, lequel je préférais, plutôt Alors tu côté joues où? revers. Moi, je joue côté revers, donc je prends plus souvent les smash Ouais. depuis un moment. Et puis au début, bizarrement, je pensais que j'allais avoir plus dur que ça avec les vitres derrière. Mais vu que je suis plutôt assez vif et j'ai un bon œil, j'ai plutôt assez vite, voilà, plutôt dynamique et j'ai plutôt vu où les balles, les trajectoires des balles. Mais là où j'ai eu le plus dur, c'était plus pour doser. En général, quand on est au tennis, quand on traverse ou quand on a une volée, on veut plutôt la claquer et la balle, et essayer que la balle ne revienne pas. Mais là, souvent, quand on claque un peu trop fort, c'est pire que bien. Donc, il a fallu trouver les bonnes zones, voir un peu où est-ce qu'on devait jouer avec la partie sur la grille, ou alors plutôt jouer très bas avec tel ou tel effet pour que ce soit plus efficace qu'une balle claquée bêtement contre la vitre au fond. Sans vouloir comparer, est-ce que tu trouves que le paddle, d'un point de vue tactique, est encore presque plus riche que le tennis? Est-ce que tu mesures à quel point bah, finalement la puissance ne fait pas tout au paddle? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, parce que la puissance ne fait pas tout, ça c'est sûr. Donc il faut trouver des solutions. Il faut trouver des zones, il faut trouver le dosage. Puis on est à 2 contre 2, donc la force, c'est dur de faire un point en force. Il faut être patient aussi et être précis. Donc il faut vraiment être bien dosé, précis et jouer intelligemment, ça c'est sûr. Ton point fort du coup au paddle, ce serait lequel aujourd'hui? Quelle phase de jeu tu te sens voler de tes propres ailes? C'est ma volée de revers court croisé, vraiment très courte, je dirais. Tu Euh, touches la grille là-bas ou pas?
Ouais, surtout quand on essaye de me faire des petites volées basses ou des petites balles dans les pieds, en général, ça fonctionne pas parce que je le vois et je bouge assez bien, donc j'arrive un peu à couper la trajectoire et faire des petites volées court croisées. Bien. Je m'excuse auprès des auditeurs, j'ai mes commentaires qui sont bloqués. Alors j'aurais aimé de poser quelques questions, mais malheureusement j'ai mes commentaires qui sont bloqués, donc je suis vraiment désolé. Toi, en tant que joueur de tennis, est-ce que tu penses que le paddle peut t'apporter certaines choses? Tu sens que je dirais pas jusqu'à progresser, mais tu sens que tu développes quelques qualités ou capacités un petit peu grâce au paddle? Ouais, bien sûr, bien sûr. Tout ce qui est pour le petit jeu, la volée, pour expliquer un peu au paddle, vraiment quand tu joues que de la main ou du poignet, comme au tennis d'ailleurs, ben on perd vite le contrôle ou alors la balle ne part pas de la raquette. Donc au niveau de la volée et du jeu de jambes à la volée pour vraiment que la volée parte plus de la raquette et qu'on contrôle mieux, ça peut vraiment aider. Aussi le petit jeu, lorsqu'en général, moi, mon point faible quand je suis au tennis, c'est que j'arrive très vite sur la balle lorsqu'on fait une petite volée courte. J'arrive très vite et parfois j'arrive trop vite et du coup j'arrive un peu trop tard et je joue la balle avec précipitation. Donc là, pour tout ce qui est au paddle, lorsqu'on doit se tourner très vite avec les glaces et il faut juste après retrouver son calme pour jouer la balle avec vraiment une lucidité et un calme parce que sinon on peut vite l'envoyer out ou hors du cours si on est trop excité parce qu'on a la tête qui a tourné dans tous les sens. Donc là, dans le tennis, ça se retrouve un peu lorsque j'arrive, parfois un peu plus calme et garder une main, euh, une main plus calme pour jouer le coup. Est-ce que tu es adepte du double au tennis? Tu participes à beaucoup de tournois en double ou pas tant que ça? Pas beaucoup parce que le simple évidemment me prend beaucoup d'énergie et mon premier objectif est toujours le simple. Après, il y a des tournois où ça se fait mieux que d'autres, surtout quand on commence une nouvelle tournée sur une nouvelle surface. Parfois, on a un double avant de commencer le simple, c'est toujours bien. Il y a des tournois sur gazon quand on commence, on aime bien avoir des matchs Bien sûr. pour tester un peu le gazon. Donc ça dépend. À Indian Wells, on avait un peu le temps parce que c'est un tournoi qui se joue sur 10 jours, donc on peut enchaîner un simple et puis un double le jour d'après. Mais en Grand Chelem, en tout cas, non. Je l'ai fait une fois quand j'étais jeune, mais je me suis rendu compte que c'était compliqué après un match en 5-7 d'enchaîner avec un double. Du coup, le fait de jouer au paddle, un sport qui est clairement collectif, hein, puisque tu es très dépendant de ton partenaire, il y a une complicité à trouver, il y a un timing à avoir, il faut beaucoup échanger sur le terrain. C'était un truc important pour toi de trouver ça en dehors du tennis où bah, tu joues de manière très individuelle avec un coach qui est sur le terrain pendant l'entraînement, mais pas pendant le match. C'était important pour toi d'avoir ce hobby-là en te disant, tiens, je partage quelque chose. En plus, tu partages avec ton coach, mais de jouer en équipe, c'est un truc important pour toi? Oui, bien sûr, et ça change, et c'est sympa. Mais c'est vrai que parfois, on doit essayer de booster l'autre. Bon, après, je fais rarement, j'ai jamais fait de match officiel, mais même quand je veux pas perdre, quoi, même à l'entraînement. Donc, avec C'est ça? Thomas, on essaye de parler, mais bon, il faut parfois le dire de la bonne façon. Et c'est vrai que ça change du tennis. Le tennis, je suis plutôt quelqu'un qui garde un peu tout à l'intérieur et j'essaye de contrôler mes émotions. Mais là, je peux pas. Parfois, je suis obligé avec Thomas d'essayer de trouver des solutions. Soit lui m'encourage, soit moi je l'encourage. Et, euh, et c'est là que ça fait la différence par rapport à un match de tennis, parce qu'avec mon coach, lors d'un match, on peut pas parler, donc ça, on peut pas coacher. Donc là, on peut essayer de trouver des solutions ensemble. Alors, je vais rebondir sur deux choses que tu as dit. La dernière, c'est au tennis, on peut pas être coaché. Au paddle, le World Paddle Tour, c'est un vrai binôme et c'est même plus que ça puisqu'il y a toujours le coach sur le terrain. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est quelque chose qui, toi, personnellement, en tant que joueur de tennis, t'aiderait vraiment d'avoir un coach au bord du terrain ou au contraire, tu préfères trouver tes solutions tout seul et c'est la nature du tennis qui est comme ça? Moi, me connaissant, je pense que j'aimerais pas en avoir un en permanence. Je préfère peut-être avoir, quand j'en ai besoin, aller le voir, ou parfois quelques mots suffisent parce qu'on se connaît tellement que parfois deux, trois mots et je sais très bien ce qu'il veut dire. Donc, ou parfois pour évacuer aussi une certaine frustration. Mais je pense que de l'avoir tout le temps, je pense que non, on sait ce qu'on doit faire, surtout à mon âge maintenant, bientôt 30 ans, je pense qu'on aime mieux être plutôt faire son truc soi-même. Mais c'est clair que si parfois ça se passe mal, on aurait envie de demander conseil. Et tu disais, j'ai pas encore fait de match officiel au padel.
est-ce qu'on peut imaginer David Goffin s'inscrire à un tournoi de paddle? Moi, j'ai fait un tournoi avec Gaël Monfils. Aujourd'hui, il y a Arnaud Clément qui joue, alors qu'il n'est plus évidemment un joueur de tennis professionnel, mais Paul-Henri Mathieu aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui te botte? Alors, si c'est pas demain, dans l'avenir, c'est un truc auquel tu penses vraiment? Euh, pour le moment, non. C'est clair que je fais vraiment ça. Dès que j'ai un petit peu de temps ou dès que ça se met, je veux un peu jouer au paddle, mais de là à organiser, à aller faire un tournoi, c'est compliqué. S'il faut un peu voyager même, il faudrait que ce soit près de chez moi et que ça se mette bien dans une date vraiment entre deux tournois où je ne joue pas. Donc, Tu sais qu'à Beau Soleil, beaucoup de choses sont possibles, hein. beaucoup de choses sont possibles. Donc, on verra bien. L'avenir nous le dira, mais c'est dur de prévoir, évidemment, avec ma carrière tennistique. Il y aurait beaucoup de candidats pour jouer avec toi. Moi, je connais quasiment tous les membres de l'équipe de Belgique de paddle. On essaie de tirer des bonnes bourres bien souvent avec Laurent Montoisy, que tu dois connaître, j'imagine. Ouais, ouais, je vois très bien. Alors, il y a un des frères Rocus, alors je voudrais pas me tromper, qui lui a joué en équipe nationale aussi de paddle. Il a été, je crois qu'il a fait championnat du monde et championnat d'Europe. Ouais. Donc, ils auront peut-être besoin de toi à l'avenir, hein. Ouais, peut-être représenter la Belgique après, comme les deux Rocus l'ont fait. Les deux l'ont fait, je pense, mais il y a peut-être Oui, les Christophe deux qui l'ont était fait, mais il y en plus a un qui a haut. joué plus longtemps. Ouais. Ouais, ouais. Donc pourquoi pas? Quand aussi quand je serai en fin de carrière ou quand j'aurai fini ma carrière, peut-être là-dedans, ça pourrait être très sympa de partir en équipe ailleurs. Ça peut être un beau voyage. Tu te vois sportif clairement post-carrière, t'entraîner, être un vrai aficionados de sport. Ah oui, oui, c'est clair. Que ce soit paddle ou tennis ou golf ou même des foot entre potes, non, ça c'est clair. Je vais dès que je suis au repos quelques jours, tout de suite j'ai les jambes qui ont envie de courir, donc c'est sûr que je serai toujours dans le sport. On l'a dit tout à l'heure, il y a plein de joueurs de tennis, bon, beaucoup de Français en particulier qui se sont mis au paddle. Les Espagnols aussi jouent beaucoup. Si toi, tu devais trouver ton partenaire idéal parmi le circuit ATP, tu choisirais qui? Qui a le plus, à ton avis, de potentiel et de d'habilité pour performer au paddle? Alors, c'est pas facile parce qu'il faudrait quelqu'un qui est très rapide et très vif, et il faut quelqu'un qui ait une bonne main, euh, et bon, en même temps, il faut quelqu'un qui puisse mâcher. Donc ça, c'est le joueur idéal. Euh, Mais c'est toi, en euh, fait, ça, le joueur idéal. Il faut ton jumeau. Ouais, mais il faudrait quelqu'un qui se mâche un peu mieux que moi pour vraiment terminer les points et la sortir quand il faut. Euh, Bonne Arnaud question. Clément, il a dit que Michael Yodra avait le profil parfait. Alors bon, Mika, il est plus en carrière. Moi, je te parle d'un joueur actuel. Un joueur actuel, il faudrait que je revoie hmm, euh, peut-être Dimitrov pourrait être pas mal. Ouais. Euh, il a vraiment, lui, on sait tous qu'il a une très bonne main au tennis. Il a un super gabarit, il bouge bien, il est vif. Et il est costaud, donc je pense qu'il a le profil pour faire quelque chose. Maintenant, voilà, j'ai jamais vu jouer au paddle, mais c'est vrai qu'il a un bon potentiel Tu physique. crois pas en Gaël, mon fils, alors? Qu'est-ce qui lui manque à Si, Gaël? si, si, bien sûr, je crois au Gaël, parce que Gaël, il a tout physiquement, mais c'est parce qu'on en a parlé et on sait que tu as déjà joué avec et qu'il aime bien ça aussi. Donc, non, c'est sûr que lui, il a du potentiel aussi. Je sais que tu as joué aussi quelques fois, ou peut-être pas, je sais pas, avec Ljubicic, Ivan Ljubicic. Tu as joué avec lui ou pas du tout? Ouais, j'ai joué avec lui quelques fois aussi, ouais. Et Et ça donne quoi, un mec de 2 mètres qui se match et qui se retrouve sur un terrain de padel? ben évidemment, lui, il sait se matcher, donc on rigole parce que lui, il joue souvent aussi côté revers, donc tu sais qu'en croisé, ben voilà, on peut toujours un peu s'amuser et j'aime bien lui faire les petites balles dans les pieds. Donc souvent, il n'aime pas parce qu'à la fin de la séance, il a mal au dos, il a mal aux fesses, il a mal aux jambes parce qu'il doit souvent se baisser. Dur, dur. Et, Ouais. et ton coach Thomas, est-ce qu'il a progressé ou pas? Parce que lui, je sais qu'il est vraiment dans la démarche d'avoir envie de très bien jouer au padel. Ah ouais, c'est sûr que lui, dès Tu qu'il peux le peut, chambrer un peu, hein, t'as le droit, hein. ouais, ouais, mais là, il m'envoie tout le temps des vidéos. Là, je pense que même dans le confinement, il pense au paddle. Donc, il m'envoie dès qu'il y a un beau point, dès qu'il y a une chose, il me dit, t'as vu celle-là, t'as vu celle-là. Il m'envoie tout le temps.
Donc c'est toujours lui qui vient vers moi avec le paddle et qui essaye de m'exciter un peu avec le paddle. Et non, c'est vraiment un grand fan. Il suit les résultats, il suit tout et il regarde un peu la technique, s'il y a des nouveautés dans les tactiques, voir un peu comment il peut faire. Et mais c'est sûr qu'il essaie de progresser. S'il pouvait jouer tous les jours, il jouerait tous les jours. Bon, donc on va pouvoir se lancer un petit défi avec Thomas, toi et Gaël alors. Avec grand plaisir. Bon, génial. Pour conclure, David, je sais que tu es très occupé. Qu'est-ce que tu penses du développement du paddle? Est-ce que tu crois vraiment à l'explosion de ce sport? Tu sais qu'en Espagne, c'est 4 millions de pratiquants et plus. Tu le vois comment, toi qui es aujourd'hui euh, passionné, tu l'as dit, qui pratique ce sport? Euh, Qu'est-ce que tu imagines pour le paddle comme avenir? Ah bah c'est sûr que là, depuis quelques années, depuis que j'ai commencé, il y a un vrai boom. Et, mais je connaissais déjà un peu le paddle avant parce qu'en Espagne ça existait déjà. Mais c'est Ouais, vraiment depuis quelques années, évidemment que j'ai commencé à en voir en Belgique, évidemment qu'il y a un boom aussi au niveau du paddle. Alors qu'avant, on n'avait jamais vu, personne connaissait un terrain de paddle. Donc là, je pense que vraiment dans tous les pays maintenant, ça prend de l'ampleur ce sport et ça peut vraiment donner un beau spectacle pour les gens. Il y en a déjà beaucoup qui se déplacent et qui viennent voir lors des tournois. J'ai déjà vu vraiment de très belles compétitions à la TV. Donc ouais. j'espère encore que ça va se développer, que tout va augmenter, que le public va être de plus en plus nombreux, que les joueurs vont être de plus en plus forts, le niveau va monter de plus en plus haut et que les joueurs aussi auront un meilleur prize money vu que le spectacle sera de plus en plus beau. Ouais, ouais. En Espagne, là, le Master s'est joué devant 10 000 personnes. Tu l'as dit, hein, quand même, ça commence à être beaucoup de monde dans les tribunes. Euh, Est-ce que pour toi, tu le regardes un petit peu ce sport? Est-ce qu'il a le potentiel télégéniquement ou télévisuellement pour exploser et devenir un sport important à l'échelle mondiale? Et je fais un parallèle, le hockey sur glace ou le squash, c'est pas si facile à regarder. Toi, de l'extérieur, est-ce que pour toi, le paddle n'a pas cette problématique-là? Euh, Bah franchement, quand on voit à la TV, je trouve qu'on arrive vraiment bien à suivre. On a un bon rendu, un bon visuel. Maintenant, je pense qu'il y a, j'ai jamais assisté vraiment dans les tribunes, voir peut-être une personne en tribune, voir ce que ça donne, peut-être sur certains angles, ils ne se rendent pas compte de la hauteur ou même euh, des trajectoires, des rebonds sur la glace. Mais en tout cas, à la TV, je trouve qu'il y a un bon rendu et mais pourquoi pas, oui, c'est clair que ça peut être un sport qui peut être suivi en live ou à la TV, voilà, par beaucoup de spectateurs, et j'espère que ce sera le cas. Moi qui assiste au World Padel Tour de manière très régulière dans les phases finales, je ne joue pas malheureusement, mais j'assiste aux demi, au final. Je peux te dire qu'en live, c'est vraiment impressionnant. Et je t'invite quand tu veux à Barcelone, lorsque tu viendras faire le trophée au Godot, je crois que tu l'as fait l'année dernière d'ailleurs, Ouais, pour venir jouer au padel avec moi d'une part et aller dans les tribunes d'un World Padel Tour parce que ça vaut vraiment le coup. Le spectacle est assez incroyable. ouais, ouais, c'est clair, on se rend pas toujours compte, même au tennis, sur place, on se rend pas compte de la puissance, des effets, des déplacements, et c'est la même chose au paddle, on se rend pas compte de l'intensité, et le live, ne remplacera jamais la TV. Bon, écoute, David, ce sera les mots de la fin. J'en profite pour te remercier infiniment d'avoir accepté l'invitation. Tu as été Avec plaisir, merci à au toi, c'était top très sympa. de promouvoir le paddle comme tu le fais. Je te souhaite une reprise le plus rapidement possible, des résultats le plus haut possible. J'ai enregistré Wimbledon et les JO. Et puis, on se verra très prochainement, j'espère, sur la Côte d'Azur ou ailleurs. Et je termine enfin pour annoncer que demain, j'ai un autre très très grand champion. Je ne sais pas si tu es un amoureux de handball. Bah oui, j'ai suivi, surtout les Français, là-bas, c'est un sport énorme, donc Bon, ben, voilà. demain j'ai un expert, peut-être le plus grand des experts, puisque je reçois le sportif français le plus titré de l'histoire, Thierry Omeyer, le gardien légendaire de notre équipe de France et qui est lui aussi devenu complètement dingue de paddle. Il y joue à ses heures perdues. Donc, il aura sans doute moins d'habileté que toi à jouer au paddle, mais en tous les cas, il en est fan. Donc, voilà, je Ah, lance c'est cool. l'invitation. Demain, 19h, ce sera avec Thierry Omeyer. David, je te remercie infiniment. Good luck pour tout et Merci à toi. à très bientôt. Merci. Ciao, ciao. Salut David. Bye bye. Salut. Salut.